Aux funérailles de ma grand-mère, elle m'a laissé une vieille boîte en bois. Ma belle-mère l'a saisie. Donne-la-moi. Ça fait partie de la succession. J'ai conduit jusqu'à la banque avec la clé à l'intérieur. Le gestionnaire de la fiducie m'a fait asseoir. Le soir où ma grand-mère est morte, ma belle-mère portait du blanc aux funérailles et souriait pour les caméras. Mais ce n'est pas là que cette histoire commence. Elle commence avec une boîte en bois, une boîte en cèdre pas plus grande qu'une boîte à chaussures, avec des charnières en laiton qui avaient verdi avec le temps. Ma grand-mère l'a mise dans mes mains 3 jours avant de décéder. Elle était allongée dans son lit de soins palliatifs, sa peau comme du papier, sa voix à peine un murmure. Maya, a-t-elle dit, ne laisse pas Victoria toucher ça. Promets-le-moi. J'ai promis. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne savais pas que cette boîte vaudrait plus que tous les mensonges que ma belle-mère avait jamais racontés. Et je ne savais pas que la femme qui avait passé 15 ans à m'effacer de ma propre famille était sur le point de s'effacer elle-même. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai ouvert cette boîte, dites-moi dans les commentaires, est-ce que quelqu'un dans votre famille a déjà essayé de voler quelque chose qui vous revenait de droit? Pas seulement de l'argent, un héritage, un souvenir, une place à table. Je veux entendre votre histoire. Je m'appelle Maya et j'ai 31 ans. J'enseigne en 2e année dans une école publique à Providence, Rhode Island. Je conduis une Honda Civic de 12 ans avec un pare-brise fissuré. J'achète mes vêtements chez Goodwill. Je déjeune à mon bureau parce que je ne peux pas me permettre de manger au restaurant. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais que je valais exactement ce que ma belle-mère me disait que je valais, rien. Victoria a épousé mon père quand j'avais 16 ans. Ma mère était morte depuis 2 ans à ce moment-là, tuée par un conducteur ivre sur LI 95 ans rentrant de son service de nuit à l'hôpital. Mon père, Gérald, était un homme tranquille, un menuisier. Il construisait des meubles avec ses mains, parlait doucement et aimait ma mère d'une manière qui rendait toute la maison chaleureuse. Quand elle est morte, la chaleur est partie avec elle. Gérald est devenu une coquille vide. Il a arrêté de manger, de travailler, de me regarder parce que j'avais les yeux de ma mère et chaque regard était une blessure. Victoria est arrivée comme un hélicoptère de sauvetage, bruyante, sûre d'elle, impeccablement arrangée. Elle avait des cheveux blonds décolorés et un placard rempli de vêtements de marque qu'elle achetait avec des cartes de crédit qu'elle ne pouvait pas rembourser. Elle a dit à mon père qu'elle s'occuperait de tout. Elle lui a dit qu'il méritait d'être à nouveau heureux. Elle lui a dit que j'avais besoin d'une mère. Ce qu'elle ne lui a pas dit, c'est qu'elle avait 90 000 € de dette et avait été expulsée de son dernier appartement pour non-paiement. Elle ne lui a pas dit que son précédent mariage s'était terminé lorsque son ex-mari avait découvert qu'elle avait ouvert cette carte de crédit à son nom. Et elle ne lui a certainement pas dit que la seule chose qu'elle voulait de Gerald Whitfield était l'accès aux biens immobiliers de ma grand-mère, 3 propriétés locatives à Warwick qui étaient dans la famille depuis des générations. La première chose que Victoria a faite après le mariage a été de redécorer. Elle a jeté les rideaux de ma mère, sa vaisselle, sa boîte de recettes. Elle a repeint le graphique de croissance que ma mère avait marqué sur le cadre de la porte de la cuisine, celui qui me suivait de 2 à 14 ans au stylo bleu, avec de petites notes à côté de chaque ligne. Premier jour de maternelle de Maya. Maya a perdu sa dent de devant. Maya, ma courageuse fille. Disparue, recouvert d'un gris agréable de Sherwin-Williams. La deuxième chose qu'elle a faite a été de faire venir son fils, Derek. Il avait 18 ans, 2 ans de plus que moi. Et il avait le même sourire suffisant que sa mère portait comme un parfum. Derek a eu la chambre d'amis. J'ai été déménagé au sous-sol. Derek a eu une nouvelle voiture pour son anniversaire. J'ai eu droit à un sermon sur la gratitude que je devrais avoir que Victoria ne m'ait pas envoyé en pension. Derek était loué pour ne rien faire. J'étais puni d'exister. Mais ma grand-mère, la mère de ma mère, Eleanor Whitfield, elle voyait clair dans tout ça. Eleanor avait 78 ans quand Victoria est arrivée, et elle avait cette clarté que l'âge donne parfois aux gens. Elle vivait dans une petite maison sur la baie de Narragansett, cultivait des tomates et jouait au bridge tous les mardis. Elle était la seule personne dans ma vie qui me faisait me sentir réel. Cette femme est un parasite, m'a dit Eleanor une fois, assise sur son porche tandis que la baie scintillait derrière elle. Elle a épousé ton père pour ce qu'il a, pas pour qui il est. Et quand elle aura tout pris, elle le laissera avec rien. J'avais 17 ans. Je ne comprenais pas complètement, mais je me suis souvenu. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti.
J'ai payé mes études universitaires grâce à des bourses et à mon travail de serveuse. J'ai obtenu mon diplôme d'enseignante à l'université de Rhode Island, diplômée avec mention, et j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre à Providence qui me coûtait 60% de mon salaire. Je n'ai pas demandé d'argent à Gérald. Je n'ai rien demandé à Victoria. J'ai disparu si complètement de leur vie que la plupart des gens ont oublié que Gérald avait une fille. Eleanor n'a pas oublié. Elle m'appelait tous les dimanches. Elle m'envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de 20 € glissés à l'intérieur. Elle est venue à ma remise de diplôme universitaire dans une robe lavande et a pleuré quand ils ont appelé mon nom. Et quand elle est tombée malade, cancer du pancréas, stade 4, diagnostiqué en mars, morte en juin, elle s'est assurée que j'étais là à la fin. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné la boîte. Ne laisse pas Victoria toucher ça. Promets-le-moi. Les funérailles ont eu lieu un samedi. Eleanor avait demandé un petit service, famille seulement, à l'église méthodiste de Main Street à Warwick. Mais Victoria en a fait une production. Elle a engagé un fleuriste. Elle a commandé un traiteur. Elle portait un tailleur en lin blanc qui coûtait probablement plus que la pension de sécurité sociale mensuelle d'Eleanor. Et elle se tenait à l'avant de l'église, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir monogrammé. Je me suis assise au 3e rang. Je portais la robe noire de ma mère, la seule chose d'elle que j'avais réussi à sauver. Elle était légèrement trop grande aux épaules. Je tenais la boîte en cèdre sur mes genoux. Gérald était assis à côté de Victoria au 1er rang. Il avait l'air perdu. Il avait toujours l'air perdu maintenant. Victoria l'avait vidé de sa substance en 15 ans, dépensé chaque euro qu'il gagnait, l'avait isolé de ses amis et l'avait convaincu que son jugement était le seul qui comptait. Il avait 59 ans et en paraissait 75. Après le service, nous nous sommes réunis chez Eleanor pour la réception. C'est là que Victoria a fait son coup. Elle m'a acculé dans la cuisine d'Eleanor, à l'écart des autres invités. Derek se tenait derrière elle, appuyé contre le réfrigérateur, les bras croisés, avec un sourire suffisant. « Qu'y a-t-il dans la boîte, Maya » demanda Victoria. Sa voix était mielleuse, mais ses yeux faisaient l'inventaire, calculant, évaluant, estimant. « Des choses personnelles, ai-je dit. Grand-mère me l'a laissé. H.M. Victoria pencha la tête. De la même manière qu'un chat penche la tête avant de frapper. Tu sais, ma chérie, ta grand-mère n'était pas exactement saine d'esprit à la fin. Toute cette morphine, la confusion. Mon avocat dit que tout ce qu'elle a donné dans ces derniers jours pourrait être contesté lors de l'homologation. Elle était lucide, ai-je dit. Les infirmières des soins palliatifs le confirmeront. Les infirmières, dit Victoria en riant, un son sec et méprisant. Les infirmières ne sont pas des avocats, Maya. Elles ne sont pas qualifiées pour évaluer la compétence mentale. Mais tu dois tout savoir sur le fait d'être non qualifié, n'est-ce pas? Enseigner la peinture au doigt à des enfants de 6 ans. Derek a ricané. Victoria s'est approchée. Voici ce qui va se passer. Tu vas me donner cette boîte. Je vais faire examiner ce qu'il y a à l'intérieur par l'avocat de Gérald. S'il y a quelque chose de valeur, cela appartient à la succession, ce qui signifie que cela appartient à ton père, ce qui signifie que cela m'appartient. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Je l'ai regardée. J'ai pensé à toutes les années qu'elle m'avait volées. Le graphique de croissance, le sous-sol, le silence. J'ai pensé aux mains d'Eleanor, fines et tremblantes, pressant la boîte dans les miennes. Non, ai-je dit. Le visage de Victoria a changé. Le sucre s'est dissous. Ce qu'il y avait en dessous était de l'acide. Espèce de petite ingrate. As-tu la moindre idée de ce que j'ai fait pour cette famille? J'ai maintenu ton père en vie après la mort de ta mère. Je t'ai donné un toit au-dessus de la tête. Je t'ai nourri, et c'est comme ça que tu me rembourses, en gardant jalousement les vieilleries d'une femme morte. C'était ma grand-mère. C'était une vieille femme sénile qui vivait dans une cabane au bord de l'océan, dit Victoria. Et tout ce qu'elle t'a laissé dans cette boîte ne vaut rien, tout comme le reste de sa petite vie pathétique. Elle a tendu la main vers la boîte. Je l'ai retirée. Donne-la-moi, Maya. Non. La main de Victoria jaillit et attrapa mon poignet. Ses ongles s'enfoncèrent. Derek s'avança, bloquant l'entrée. Tu n'as pas le droit de me dire non, murmura Victoria.
Je me suis libéré de son emprise. J'ai dépassé Derek, qui n'a pas bougé. Il est resté là, souriant d'un air suffisant, parce que c'est tout ce que Derek a jamais fait. J'ai traversé le salon, dépassant les invités qui mangeaient des canapés sur les assiettes dépareillées d'Eleanor, dépassant Gérald, assis dans son fauteuil, le regard vide, et je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec la boîte sur le siège passager. Mon poignet portait 4 marques en forme de croissant laissées par les ongles de Victoria. Je n'ai pas ouvert la boîte cette nuit-là. Je n'étais pas prête. Ça m'a pris 3 jours. Le mardi matin, avant l'école, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau d'un vieux torchon de ma mère, celui avec l'imprimé de fraises délavées, j'ai trouvé 3 choses. Une clé en laiton, petite et lourde, estampillée du numéro 7714. Une carte de visite de la Coastal Heritage Bank sur Westminster Street à Providence, avec une note manuscrite au dos, demandez Monsieur Navarret, département des fiducies. Et une lettre de l'écriture d'Eleanor. Chère Maya, disait-elle, je n'ai jamais dit à personne ce que je vais te dire maintenant, parce que les mauvaises personnes l'auraient pris. En 1972, ton grand-père et moi avons acheté un petit terrain sur la côte sud de Warwick. Nous avons payé 4 000 € pour cela. Au fil des ans, j'ai utilisé les revenus locatifs pour investir. Pas dans des choses sophistiquées, juste des entreprises solides, du genre qui versent des dividendes et croît lentement. J'ai tout mis dans une fiducie révocable à ton nom. La clé ouvre un coffre-fort à la Coastal Heritage. Tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur. Je sais que tu penses que tu ne vaux pas grand-chose, Maya. Victoria te l'a dit. Le silence de ton père te l'a dit. Mais je te le dis maintenant, tu es la chose la plus précieuse de cette famille. Ne laisse personne prendre ce qui t'appartient. Amour, grand-mère. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis j'ai mis mon manteau, j'ai appelé pour dire que j'étais malade pour la première fois en 4 ans, et j'ai conduit jusqu'à la Coastal Heritage Bank. L'agence se trouvait dans un brownstone reconverti, tout en briques et hautes fenêtres. Je suis entré, portant la clé et la carte de visite. Le hall était calme. Une femme à la réception a levé les yeux. Je cherche Monsieur Navarret, ai-je dit. Département des fiducies. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais j'ai ceci. J'ai brandi la clé. Elle a pris le téléphone. 2 minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et un costume bleu marine, est apparu. Il avait des yeux bienveillants et une poignée de main prudente. Je suis Daniel Navarret, a-t-il dit. Je suis le gestionnaire de fiducie ici depuis 32 ans. Il a regardé la clé. Il m'a regardé. Êtes-vous Maya Whitfield? Oui. Quelque chose a changé dans son expression, pas de la surprise, de la reconnaissance, comme s'il m'attendait. Pas ce jour-là spécifiquement, mais éventuellement. S'il vous plaît, a-t-il dit, venez avec moi. Il m'a conduite en bas, au-delà de la ligne des caissiers, à travers une porte qui nécessitait une carte clé et un code, et dans la chambre forte. Il y faisait frais et silencieux, et ça sentait le métal. Il a trouvé le coffre 7714, l'a sorti et l'a posé sur la table. Votre grand-mère a créé une fiducie révocable entre vifs en 1982, a-t-il dit pendant que je tournais la clé. Elle était l'une de nos clientes les plus disciplinées. Elle a réinvesti chaque dividende, n'a jamais retiré un centime et a mis à jour son portefeuille chaque année jusqu'à son diagnostic. Elle vous a nommé unique bénéficiaire, avec effet à son décès. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une enveloppe manille épaisse de documents, certificats de fiducie, relevés de courtage, titres de propriété et un résumé de portefeuille daté de janvier de cette année. Monsieur Navarret s'est assis en face de moi. Selon la plus récente évaluation, a-t-il dit, la fiducie détient environ 8,7 millions d'euros en actions diversifiées, obligations municipales et 3 propriétés commerciales dans le sud de Rhode Island. J'ai fixé le nombre sur la page, 8,7 millions d'euros. J'ai pensé à mon pare-brise fissuré, à mes vêtements de chez Goodwill, aux billets de 20 € dans les cartes d'anniversaire de grand-mère. 8,7 millions d'euros. Votre grand-mère était une femme remarquable, monsieur. Elle comprenait les intérêts composés mieux que la plupart des gestionnaires de portefeuille avec qui j'ai travaillé. Elle a commencé avec très peu et n'a jamais cessé de construire. Quelqu'un d'autre était-il au courant de cela, ai-je demandé. Non.
Elle était très précise à ce sujet. Elle m'a dit un jour, « Daniel, les vautours tournent. Ne les laissez pas atterrir. » J'ai fermé la boîte. Mes mains étaient stables, mais mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une preuve. La preuve qu'Eleanor avait passé 50 ans à construire silencieusement une forteresse autour de moi pendant que le reste du monde essayait de me démolir. Elle avait vu le futur, Victoria, le vol, l'effacement, et elle s'y était préparée. J'ai demandé à Monsieur Navarret des copies de tout. Il les a faites sur le champ. Je suis sorti de la banque dans le matin gris de Providence avec 8,7 millions d'euros à mon nom et un plan qui se formait à l'arrière de mon esprit, un plan que je n'avais pas encore le courage de dire à voix haute. Mon mari, Ethan, l'a dit pour moi. Ethan travaille comme auditeur jury comptable pour une entreprise de taille moyenne à Boston. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami quand j'avais 26 ans. C'est le genre d'homme qui lit les documents de la SEC pour le plaisir et peut repérer un bilan frauduleux comme je peux repérer un enfant qui n'a pas fait ses devoirs. Calme, précis, patient, à l'opposé de tout ce avec quoi j'ai grandi. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai étalé les documents sur notre table de cuisine, il les a étudiés pendant 1 heure sans dire un mot. Puis il a levé les yeux. « Ça change les choses, a-t-il dit. »« Je sais. Victoria n'est pas au courant de ça. »« Non, mais elle va venir le chercher. Elle essaie déjà de contester tout ce qu'Eleanor t'a laissé. Si elle découvre l'existence de la fiducie, elle essaiera de la briser, de la contester, de prétendre qu'Eleanor était incompétente. »« Je sais. » Il est resté silencieux un moment. « Alors, que veux-tu faire ? » ?»« Je veux protéger ce que grand-mère a construit. Et je veux connaître la vérité sur ce que Victoria a fait avec l'argent de mon père. » Ethan a hoché la tête lentement. « Je veux enquêter là-dessus depuis des années. Donne-moi 1 semaine. » Ça n'a pas pris 1 semaine. Ça a pris 4 jours. Ce qu'Ethan a trouvé était pire que ce à quoi je m'attendais. Victoria n'avait pas seulement dépensé l'argent de Gérald. Elle avait systématiquement pillé tous ses actifs. Les 3 propriétés locatives à Warwick, celles qu'Eleanor avait cédées à Gérald des années auparavant, Victoria les avait refinancées à son insu. Elle avait falsifié ses signatures sur les documents de prêt. Elle a retiré 620 000 € en espèces de refinancement sur les 3 propriétés et a transféré l'argent sur un compte personnel dont Gérald ignorait l'existence. Les paiements hypothécaires qu'elle était censée faire, elle a arrêté de les payer il y a 9 mois. 2 des 3 propriétés étaient en pré-saisie. Le crédit de Gérald était détruit. Mais ce n'était pas tout. Victoria avait également contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur la maison que Gérald possédait entièrement, la maison qu'il avait construite de ses propres mains. La maison où le graphique de croissance de ma mère se trouvait autrefois sur le cadre de la porte. Elle a utilisé l'argent pour financer l'entreprise de Derek, une boutique de vapotage à Cranston qui avait perdu de l'argent pendant 2 ans avant de fermer. Derek, que Victoria prétendait être un entrepreneur à succès, avait en réalité 140 000 € de dettes personnelles et vivait de ce qui restait des fonds propres de Gérald. Elle falsifie son nom depuis au moins 3 ans, a dit Ethan, me montrant les documents côte à côte. Sa vraie signature ne correspond à aucune de celles-ci. Elle est négligente, en plus. Des stylos différents, des inclinaisons différentes. Un analyste de première année pourrait le repérer. C'est de la fraude, ai-je dit. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse. J'avais épuisé ma tristesse des années auparavant. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Le genre de clarté qui vient quand on voit enfin le champ de bataille d'en haut et qu'on comprend où chaque pièce est placée. Victoria pensait qu'elle chassait une boîte pleine de babioles sentimentales. Elle ne savait pas que j'étais assise sur 8,7 millions d'euros. Elle ne savait pas que mon mari venait de cartographier chaque crime qu'elle avait commis. Et elle ne savait pas que la femme qu'elle qualifiait de non qualifiée était sur le point de démanteler sa vie avec la même patience qu'Eleanor avait utilisée pour bâtir une fortune, un geste discret et invisible à la fois. Mon téléphone a sonné ce soir-là. C'était Gérald. Ou plutôt, c'était Victoria qui utilisait le téléphone de Gérald. Maya, ma chérie. La voix de Victoria était différente maintenant. Chaleureuse, conspiratrice. L'acide des funérailles avait disparu. Elle jouait un nouveau personnage. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé à la réception. J'étais contrarié.
Le deuil fait dire des choses terribles. Je veux m'excuser. D'accord, ai-je dit. J'ai gardé ma voix petite, incertaine, la fille du sous-sol. J'ai parlé à ton père et nous sommes tous les deux d'accord qu'Eleanor aurait voulu que nous gérions sa succession en famille, ensemble. Alors, j'ai organisé une réunion avec notre avocat spécialisé en succession, Robert Hargrove, ce samedi chez nous. Tous les bénéficiaires dans une même pièce, pour tout examiner correctement, légalement. Je veux faire ça dans les règles. Dans les règles. La version de Victoria des règles signifiait contrôler le récit, contrôler la pièce, et s'assurer qu'elle repartirait avec tout ce qui n'était pas cloué au sol. Papa sera là, ai-je demandé. Bien sûr, ma chérie. C'est une affaire de famille. Et la boîte? Tu veux que j'apporte la boîte? Seulement si tu es à l'aise, Maya. Sans pression, mais oui. Ce serait utile si nous pouvions tous voir ce qu'Eleanor t'a laissé, pour la transparence. La transparence, venant d'une femme qui avait falsifié la signature de son mari sur 6 documents de prêt distincts. D'accord, ai-je dit. Je serai là samedi. Merveilleux. Midi et nous déjeunerons. Je prépare le poulet au citron que ton père aime tant. Elle a raccroché. J'ai regardé Ethan. Il était déjà en train de consulter le site web du bureau du procureur général de Rhode Island. Elle va essayer d'invalider la fiducie, a-t-il dit. Elle fera valoir à Hargrove qu'Eleanor manquait de capacité testamentaire. Elle amènera Derek comme témoin. Tout ça est un piège. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi nous allons la laisser le tendre, puis nous allons utiliser sa propre scène. Samedi est arrivé avec une pluie froide d'octobre. Ethan et moi avons conduit jusqu'à la maison de Gerald à Warwick, la maison où j'ai grandi, la maison que mon père a construite, la maison que Victoria avait tranquillement hypothéquée jusqu'au point de rupture. Elle a ouvert la porte dans un pull en cachemire et des perles. Le salon avait été aménagé comme une salle d'audience, une longue table à manger au centre, des chaises disposées de chaque côté, un dossier en cuir à la place de Victoria. Gerald était assis au bout de la table, l'air diminué, les mains jointes sur ses genoux. Derek était à la droite de Victoria, portant un blazer qu'il ne pouvait pas se permettre. Robert Hargrove était assis en face, un homme mince avec des lunettes à monture métallique et la posture de quelqu'un qui facture à la minute. Maya, bienvenue, dit Victoria, indiquant une chaise comme si elle m'invitait chez elle pour la première fois plutôt que dans la maison où j'avais vécu pendant 16 ans. Et Ethan, quel plaisir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me suis assise. J'ai posé la boîte en cèdre sur la table devant moi. Les yeux de Victoria se sont fixés dessus. Elle a essayé de cacher sa faim, mais je l'ai vu, le même regard qu'elle avait dans la cuisine d'Eleanor. Inventaire, calcul, prix. Maintenant, dit Victoria en lissant sa serviette. Robert, pourquoi ne nous expliques-tu pas le processus? Hargrove s'éclaircit la gorge. Certainement. Comme Madame Whitfield l'a expliqué, Eleanor Whitfield est décédée sans testament officiel déposé auprès du tribunal. Selon la loi sur la succession AB intestat de Rhode Island, ses actifs reviendraient d'abord à ses enfants survivants, dans ce cas, Gerald, puis à tout bénéficiaire nommé dans des instruments informels tels que des lettres manuscrites ou des instructions verbales. Il avait tort. Eleanor avait une fiducie révocable entre vifs correctement exécutée et révisée par un avocat, qui contournait entièrement l'homologation. Mais Hargrove ne le savait pas parce que Victoria ne lui avait pas dit la vérité. Elle lui avait dit qu'Eleanor était morte avec rien d'autre qu'une boîte de vieux papiers et quelques bêtises sentimentales. Maya, dit Victoria en se tournant vers moi. Voudrais-tu nous montrer ce qu'il y a dans la boîte? J'ai ouvert le couvercle. J'ai sorti la lettre et l'ai posée face cachée sur la table. J'ai sorti la carte de visite et j'ai sorti la clé. C'est une clé de coffre-fort, ai-je dit. À la Coastal Heritage Bank. Victoria se pencha en avant. Et qu'y a-t-il dans le coffre-fort? Des documents. Des documents de fiducie. La pièce est devenue silencieuse. Le stylo de Hargrove a cessé de bouger. Quel genre de fiducie? A-t-il demandé. J'ai sorti de mon sac, pas de la boîte en cèdre, mais de mon sac, un dossier manille épais. Les copies que M. Navarret avait faites pour moi. Je les ai glissées sur la table. Une fiducie révocable entre vifs établie par Eleanor Whitfield en 1982, ai-je dit. Me nommant comme unique bénéficiaire.
actuellement évalué à environ 8,7 millions d'euros. Le visage de Victoria est passé par 3 expressions en 2 secondes. Confusion, incrédulité, puis quelque chose de brut et de primal qui ressemblait beaucoup à de la rage. C'est impossible, balbutia-t-elle. Eleanor vivait dans une cabane. Elle conduisait une voiture de 15 ans. Elle était une investisseuse très disciplinée, ai-je dit. Elle a commencé avec les revenus locatifs et a réinvesti chaque dividende pendant 40 ans. Hargrove lisait les documents. Son visage était devenu pâle. C'est une fiducie correctement exécutée, dit-il lentement. Avec un fiduciaire agréé. Elle contourne entièrement l'homologation. Madame Whitfield. Victoria, cela ne fait pas partie de la succession. C'est un instrument juridique distinct. La main de Victoria frappa la table. Cette vieille femme était folle. Elle était sous morphine. Elle n'aurait pas pu. La fiducie a été établie en 1982, dit Hargrove. Il y a 42 ans. Bien avant toute question de capacité mentale. Victoria ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Victoria Whitfield à court de mots. Et c'est là que j'ai joué ma deuxième carte. Pendant que nous sommes tous ici, ai-je dit, ma voix calme, clinique, la même voix que j'utilisais pour expliquer les fractions à une salle remplie d'enfants de 7 ans anxieux. Je pense qu'il y a d'autres documents que nous devrions examiner. J'ai sorti un deuxième dossier de mon sac. Celui-ci était rouge. Ethan est un auditeur jury comptable, ai-je dit. Au cours de la semaine dernière, il a examiné les dossiers financiers associés à ce foyer. Papa, j'ai besoin que tu regardes ça. J'ai glissé le dossier à Gérald. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-il. Ce sont les documents de refinancement pour les 3 propriétés locatives à Warwick que grand-mère t'a cédées, ai-je dit. Victoria les a toutes les 3 refinancées, pour un total de 620 000 euros, en utilisant ta signature falsifiée. Les paiements hypothécaires n'ont pas été faits depuis 9 mois. 2 des propriétés sont en pré-saisie. Gérald fixa les documents. Sa bouche bougea, mais aucun son n'en sortit. Il y a aussi une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur cette maison, ai-je continué. Ouverte il y a 18 mois. 180 000 euros tirés sur la valeur nette d'une maison que tu possédais entièrement. Cet argent a servi à financer la boutique de vapotage de Derek, qui a fermé il y a 6 mois. Le sourire suffisant de Derek disparut. Son visage devint blanc. Et ici, ai-je dit, en sortant la dernière feuille, voici une comparaison de ta vraie signature, papa, et des signatures sur ces documents de prêt. Elles ne correspondent pas. Aucune d'entre elles. Gérald regarda Victoria. C'était la première fois qu'il la regardait vraiment depuis des années. Le brouillard qui s'était installé sur lui depuis la mort de ma mère semblait s'éclaircir. Juste un peu. Juste assez. Vicky, dit-il. Est-ce que c'est vrai? Le sang-froid de Victoria vola en éclats. N'ose pas, siffla-t-elle en me pointant du doigt. N'ose pas entrer dans ma maison. C'est sa maison, ai-je dit. Tu l'as hypothéquée sans son consentement. J'ai fait ce que je devais faire, cria Victoria. Sa voix se brisa. Et pendant un instant, Justin, j'ai vu quelque chose derrière la rage. La peur. Une peur animale et réelle. La peur d'une femme qui avait construit toute sa vie sur une base de vol et de performance et qui la regardait s'effondrer en temps réel. Savez-vous ce que ça coûte d'entretenir ce style de vie? Savez-vous ce qu'il faut pour maintenir les apparences pendant que votre père est assis dans ce fauteuil comme un zombie? Quelqu'un devait prendre le contrôle. Quelqu'un devait falsifier sa signature, dit Ethan calmement. Hargrove se leva. Je dois préciser que je n'étais au courant de rien de tout cela. Madame Whitfield m'a engagé uniquement pour la question de l'homologation. Je n'ai aucune implication dans. Assieds-toi, Robert, claqua Victoria. Mais Hargrove ne s'assit pas. Il ferma sa mallette. Je vais m'excuser, dit-il. Je recommande fortement que chaque personne dans cette pièce obtienne immédiatement un conseil juridique distinct. Il partit sans serrer la main de personne. Victoria se tourna vers Derek. Dis quelque chose. Derek regarda sa mère. Puis il regarda les documents sur la table. Puis il me regarda. Et pour la première fois de ma vie,
j'ai vu autre chose qu'un sourire suffisant sur son visage. J'ai vu de la honte. Maman, dit-il doucement. As-tu vraiment falsifié ces signatures? Je l'ai fait pour nous, cria Victoria. Pour notre avenir. Cet argent était son argent, dit Derek. C'était son argent, maman. La pièce devint silencieuse. Victoria regarda son fils comme s'il l'avait giflé. Gérald fixait toujours les documents de prêt, passant son pouce sur les signatures qui n'étaient pas les siennes, essayant de concilier l'écriture d'un étranger avec la femme à qui il avait tout confié. Papa, dis-je doucement. Je me suis déplacé de son côté de la table. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise, comme je m'agenouillais à côté de la chaise de ma mère quand j'étais petite. Je suis là. Je ne vais nulle part. Il m'a regardé. Ses yeux étaient humides. Maya, dit-il. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de l'avoir laissé. Tu n'as pas à t'excuser, ai-je dit. Nous allons arranger ça. Mais j'ai besoin que tu me laisses t'aider. Il a hoché la tête. C'était petit, à peine un mouvement, mais c'était le plus grand acte d'autonomie que Gerald Whitfield avait exercé en 15 ans. Je me suis levé et j'ai fait face à Victoria. Elle respirait fort, son extérieur soigneusement construit en ruine. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Lundi matin, je dépose un rapport auprès du bureau du procureur général de Rhode Island. Abus financiers sur personnes âgées, falsification, fraude. Ethan a déjà préparé la plainte. Chaque document, chaque signature falsifiée, chaque transaction, tout y est. Tu ne peux pas, murmura Victoria. Je le peux. Je demande également la mise sous tutelle d'urgence des finances de mon père, ce qui signifie que tu ne pourras plus accéder à ses comptes, vendre ses propriétés ou signer en son nom, plus jamais. Je me battrai contre toi, dit Victoria. Mais sa voix était creuse. Elle savait ce qu'il y avait dans ce dossier rouge. Elle savait ce qu'Ethan avait trouvé. Elle savait que chaque crime qu'elle avait commis était documenté, daté et dévastateur. Tu es libre d'essayer, ai-je dit. Mais je dois te dire que les preuves ont déjà été envoyées à 2 avocats distincts et sauvegardées dans 3 endroits. Détruire des documents ne servira à rien. Victoria regarda autour d'elle, Gerald, qui ne croisait pas son regard, Derek, qui fixait le sol, la chaise vide où son avocat était assis, et moi, la fille qu'elle avait bannie au sous-sol. Debout devant elle avec 8,7 millions d'euros et un audit jury comptable de chaque mensonge qu'elle avait jamais raconté. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Tu penses que tu as gagné, dit-elle. Mais cet argent ne te rendra pas heureuse, Maya. Il ne ramènera pas ta mère. Il ne réparera pas ton père. Et il ne changera pas ce que tu es, une personne sans importance qui a eu de la chance. Peut-être, ai-je dit. Mais je préférerais être une personne sans importance chanceuse plutôt qu'une criminelle en cachemire. La porte a claqué derrière elle. C'était il y a 3 semaines. Victoria a été inculpée de 6 chefs d'accusation de falsification et de 4 chefs d'exploitation financière d'un adulte vulnérable. Elle a plaidé non coupable, mais les preuves étaient accablantes, le travail jury comptable d'Ethan était irréprochable. Son avocat a négocié un accord de plaidoyer. Elle purgera 18 mois dans une prison à sécurité minimale et paiera une restitution complète. Derek m'a surprise. 2 jours après la confrontation, il s'est présenté à mon appartement, seul, sans le blazer. Il avait l'air fatigué, plus petit. Il s'est tenu sur le seuil et a dit, « Je ne savais pas pour les signatures. Je jure que je ne savais pas. » Je l'ai cru. Pas parce qu'il est digne de confiance. Il a été la caisse de résonance de Victoria pendant la plus grande partie de sa vie, mais parce que j'ai vu l'expression sur son visage quand il a demandé à sa mère si elle avait vraiment falsifié les signatures. Ce n'était pas de la comédie. C'était un homme réalisant que la fondation sur laquelle il avait bâti son identité était faite de sable. Je ne suis pas ton ennemi, Derek, ai-je dit. Je ne l'ai jamais été. Il a hoché la tête. Il n'est pas entré, mais il m'a envoyé un texto le lendemain. Pour ce que ça vaut, ta grand-mère était la seule personne dans cette famille qui ait jamais été réelle. C'était la chose la plus gentille qu'il m'ait jamais dite. Gérald vit maintenant dans la maison, sa maison. J'ai engagé un entrepreneur pour réparer les choses que Victoria avait laissé se détériorer. Le toit qui fuyait, la chaudière en panne, les marches du porche pourri.
Et j'ai fait une chose de plus. Je suis allé au cadre de la porte de la cuisine, celui que Victoria avait repeint il y a 15 ans, et j'ai soigneusement poncé la peinture grise jusqu'à ce que les marques de stylo bleu apparaissent en dessous. Elles étaient pâles, mais lisibles. Premier jour de maternelle de Maya. Maya a perdu sa dent de devant. Maya, ma courageuse fille. J'ai montré à Gérald. Il a posé sa main sur le cadre de la porte et est resté là longtemps sans parler. Quand il m'a finalement regardé, il pleurait. Mais c'étaient les premières larmes honnêtes que je voyais de lui en 15 ans. Ta mère serait fière de toi, a-t-il dit. Je pense qu'elle le serait aussi. La fiducie est entièrement transférée. Monsieur Navarret gère le portefeuille. Je n'ai pas quitté mon travail. J'enseigne toujours en 2e année. Je conduis toujours la Civic, mais j'ai fait réparer le pare-brise. L'argent est là, il fructifie comme Eleanor l'a toujours voulu, tranquillement, patiemment, invisiblement. Ce n'est plus une arme. C'est un filet de sécurité. C'est la chose que ma grand-mère a passé sa vie à construire pour que je n'ai jamais plus à m'agenouiller sur un plancher de bois franc et à frotter jusqu'à ce que mes jointures saignent. Ethan est à côté de moi sur le porche du cottage d'Eleanor, mon cottage maintenant. La baie est argentée dans la lumière du matin. J'entends les carillons des voisins et le bourdonnement lointain d'un bateau de homard qui part en mer. « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui » demande-t-il. « Rien, dis-je. Tout. Je veux m'asseoir ici, boire mon café et ne pas avoir peur. » Il pose sa main sur la mienne. Nous regardons l'eau. 8,7 millions d'euros n'ont pas changé qui je suis. Je suis toujours Maya, toujours une enseignante, toujours la fille qui déjeune à son bureau. Mais je suis aussi la femme qui est entrée dans une banque avec une clé en laiton et en est sortie en tenant 40 ans d'amour rendu tangible. La femme qui a regardé un monstre dans les yeux et a dit non sans broncher. La femme qui a découvert que les personnes les plus discrètes dans la pièce, les grands-mères, les enseignants, ceux qui passent inaperçus, sont parfois celles qui détiennent tout le pouvoir. La famille, ce n'est pas le nom sur la boîte aux lettres. Ce n'est pas le nom de famille sur le document de fiducie. C'est la personne qui s'agenouille à tes côtés quand tu es tombé. Qui construit une forteresse que tu ne peux pas voir. Qui écrit une lettre qui dit « Tu es la chose la plus précieuse de cette famille ». Merci, grand-mère.